Bonjour Monsieur Bompard. Bonjour. Évidemment, on va parler de la réforme des retraites. Pour commencer, l'examen du texte est donc achevé à l'Assemblée nationale vendredi soir, minuit, comme prévu, avec seulement 2 articles votés, pas celui évidemment sur le report de l'âge. Votre stratégie a suscité des critiques au sein de la NUP, au sein même du mouvement syndical. Est-ce que vous dites ce matin que vous êtes trompé de stratégie? Non, pas du tout. Notre objectif, c'était de faire en sorte que le report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans ne soit pas voté par l'Assemblée nationale dans un délai express de 10 jours, puisque le gouvernement avait choisi de comprimer la discussion. De ce point de vue-là, c'est une réussite, puisque aujourd'hui, le report de l'âge à 64 ans n'a pas été voté par l'Assemblée nationale. C'était notre objectif, et je considère qu'on a réussi. Après, il y a pu y avoir des incompréhensions. Des gens qui ont peut-être pensé qu'il y avait une possibilité de gagner à l'Assemblée nationale, d'empêcher l'article 7 d'être adopté. Honnêtement, moi, c'est pas du tout une analyse de la situation dans laquelle je me retrouve. Vous étiez sûr de vous faire battre, comme l'a tweeté Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est depuis quand il y a qu'un seul article dans ce projet de loi? Pourquoi il y aurait qu'un seul article intéressant? L'article 1, il est important. L'article 2, il est important. Mais c'est le cœur de la réforme quand même. Mais attendez, 7, vous considérez que la question des retraites minimum, la question des retraites minimum, c'est pas important? Ah, j'ai pas dit ça. J'ai dit en revanche que l'article qui permettait de passer de 62 à 64 ans, c'est l'article 7 et qui n'a pas été examiné. Et que vous avez, et au sein de la NUP, vous avez été les seuls à défendre cette stratégie seul au titre de la France insoumise, de défendre cette stratégie de ne pas aller au vote. Oui, mais encore une fois, pourquoi on aurait dû accepter le délai comprimé en disant au bout de 10 jours on va arrêter les débats? Il n'y a aucune obligation légale à le faire. C'est le gouvernement qui choisit un véhicule législatif particulier. Ensuite on nous dit vous allez retirer tous vos amendements, mais si on a déposé des amendements c'est parce que on a des propositions à faire. Et parce que le gouvernement a choisi qu'on n'avait que 10 jours pour débattre de ce texte de loi. Quand même, non, mais attendez. Parce que le gouvernement a choisi qu'on a que 10 jours pour débattre de ce texte de loi, on doit rentrer dans le délai de 10 jours, enlever tous nos amendements, ne pas discuter de l'article 8, ne pas discuter de l'article 9. Bah non, pas du tout. Ça a fait débat au sein de la France insoumise. Mais c'est pas que ça fait débat, c'est que bien évidemment, quand vous adaptez une stratégie parlementaire, chaque jour, vous voyez, vous en rediscutez. Est-ce qu'on avance dans telle direction? Est-ce qu'on veut aller plus vite? Est-ce qu'on veut aller moins vite? Ça, c'est normal. Donc tout ça a fait débat, bien évidemment. Mais il y avait une fracture au sein de votre groupe. On a parlé d'un vote qui s'est joué à une voix près. Mais ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que quand on vote pas, on nous dit que c'est pas démocratique, et quand on vote, on nous dit qu'on est divisé et qu'il y a des fractures. Donc là, il va falloir se décider. Je sais pas, choisissez quoi. Je vous le dis franchement. Donc heureusement, notre groupe parlementaire, il est capable de dire c'est pas des votes, c'est plutôt des indications, des consultations. Est-ce qu'on va plutôt dans telle direction, et à la fin, une fois qu'il y a une décision qui est prise, dans l'hémicycle, on s'y retrouve tous. Gabriel Attal, vous avez demandé de rendre public ce vote pour savoir qui était pour la stratégie, qui était contre. Je propose, mais rendre public quoi? Enfin, je veux dire, notre groupe parlementaire, il fonctionne comme il a envie. Et si Monsieur Attal veut rendre des choses publiques, je lui propose de commencer à nous dire quelle est la source, par exemple, des chiffres de 40 000 bénéficiaires de la retraite à 1 200 €, puisque Monsieur Dussopt a sorti ce chiffre, il est incapable de nous donner une source. Voilà, ça serait intéressant. Ça, c'est important de le rendre public, par exemple. Le reste, notre groupe parlementaire, il fonctionne comme il veut. Et il a pris des décisions. Et encore une fois, notre objectif, c'était de faire en sorte que la retraite à 64 ans soit pas votée. C'est pas le cas. Et ça, c'est une bonne chose, parce que ça permet maintenant à la mobilisation sociale de se déployer. Est-ce que vous êtes député? Est-ce que c'est pas le rôle du Parlement de se prononcer, de voter? Mais le Parlement, il va se prononcer au bout d'un moment. Mais la question, c'était de faire en sorte que le gouvernement ne dispose pas d'un argument d'autorité pour dire aux manifestantes, aux manifestants, aux grévistes qui se préparent à se mobiliser massivement le 7 mars prochain, ça sert à rien de le faire puisque l'Assemblée nationale a déjà voté le texte de loi. Excusez-moi, Monsieur Bompard, c'est qu'en effet, vous dites que vous, d'une certaine manière, via cette stratégie, vous favorisez la mobilisation sociale. Et ce qui est très étrange, c'est que certains syndicats, alors je parle évidemment de Philippe Martinez ou bien de Laurent Berger, de la CFDT, disent mais non, en fait, vous nous servez pas. Ce qui aurait pu nous servir, c'est justement que vous alliez au bout du vote et que vous mettiez tous les députés face à leurs responsabilités. Donc il y a quand même une forme d'opposition vis-à-vis de la stratégie de deux mouvements donc, qui représentent une bonne partie de l'organisation syndicale. On a des appréciations différentes. Ça arrive. Oui, mais est-ce que vous ne participez pas à une forme de fracture sur le front de la mobilisation sociale? Non, mais attendez. Les organisations syndicales, elles organisent la mobilisation aujourd'hui. Elles appellent à des journées de grève, elles appellent à des journées de manifestation. Elles sont très attachées, les organisations syndicales, à l'indépendance entre les syndicats et les partis politiques. Elles nous l'ont dit à plusieurs reprises, notamment quand nous avons pris un certain nombre d'initiatives pour manifester. On nous a dit non, ça c'est pas votre affaire. Donc
par cohérence, si vous voulez, il faut aussi entendre l'idée que les groupes politiques, ils sont souverains et ils ont une capacité de décider. Bien évidemment, ils discutent avec les organisations syndicales. Mais là, Mais à la fin, ils prennent leurs décisions. Ils reprochent à la France Insoumise de vouloir s'approprier. Mais moi, j'ai le pas mouvement envie de polémiquer. Je pense que c'est pas, on n'a aucun intérêt à polémiquer aujourd'hui. On a eu des appréciations tactiques différentes sur ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. C'est la vie. Maintenant, il y a la date du 7 mars. Les organisations syndicales appellent à mettre le pays à l'arrêt. Je reprends leur terminologie. Nous les appuyons et nous les soutenons. Et j'ai nullement l'intention, si vous voulez, de rentrer dans un jeu de ping-pong avec Philippe Martinez ou qui que ce soit. Je pense que c'est pas du tout utile pour la mobilisation. Donc, on a eu des appréciations tactiques différentes. C'est comme ça. Ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que ça dit ensemble pour faire en sorte que ça soit réussi le 7 mars. Qu'est-ce que ça dit de l'avenir de la NUPES et de l'alliance de la gauche? J'entends par là que le fait que les partenaires socialistes, écologistes et communistes ont voulu retirer leurs amendements. Ils représentent 50% de l'alliance de gauche au sein de l'Assemblée nationale. Et en fait, votre stratégie s'est imposée à eux. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose sur l'avenir de la NUPES? Non, mais notre stratégie, c'est pas imposée à eux. Nos partenaires de fait. Attendez, nos partenaires ont fait le choix de retirer leurs amendements. Leurs amendements ont été retirés. On les a pas empêchés de le faire. Notre stratégie ne s'est pas imposée. Ils ont retiré pour arriver à l'article 7. C'était leur volonté, mais c'était pas la nôtre. Là, avec vos amendements, on n'est jamais arrivé à l'article 7. Qu'est-ce que vous me reprochez? De ne pas être d'accord avec les autres? J'en suis désolé, ça arrive. Mais donc, on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que ça dit sur la suite de la NUPES? Est-ce que vous pensez que ça n'aura aucune conséquence ou que finalement, comme Sandrine Rousseau, l'écologiste, le souhaitait, ça nécessite un acte 2, ça nécessite de revoir la stratégie, de réfléchir à quelque chose? D'abord, c'est pas la première fois qu'on a des appréciations tactiques différentes. Par exemple, dans la période précédente, il nous est arrivé de déposer des motions de censure seuls, sans les autres groupes de la NUPES. Et la NUPES n'en est pas morte pour autant. Pour le reste, s'il y a une volonté des écologistes d'avoir un acte 2 de la NUPES, je m'en réjouis, puisque à titre personnel et au nom de l'organisation que je représente, la France Insoumise, il y a une dizaine de jours, on a écrit un courrier à chacune des composantes de la NUPES pour leur proposer de discuter ensemble une nouvelle étape. On a parlé, nous, de nouvelle étape de la NUPES. Donc, nouvelle étape, acte 2. Bon, discutons. Moi, Mais laquelle? Parce qu'elle était à votre place lundi et elle dit il faut une NUP plus claire, plus démocratique, avec des votes transparents. Mais je voudrais quand même rappeler qu'après les élections législatives, nous avons fait, nous, la France Insoumise, une proposition. On a dit constituons un seul groupe de la NUPES, avec tous les députés. Et puis au moins, on prendra une décision de groupe, et cette décision de groupe, elle s'appliquera à tout le monde. À l'époque, c'est les écologistes, les communistes, les socialistes qui n'en ont pas voulu. Donc à un moment, là, il faut être un petit peu cohérent. Donc vous redemandez le fait d'avoir un seul groupe? Ça peut être une option, mais moi, je ne sais pas ce que ça veut dire si vous voulez un acte 2 de la NUPES, mais je suis prêt à en discuter. Et je suis intéressé à savoir qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Nous avons fait un certain nombre de propositions. Par exemple, nous avons proposé que la NUPES, ça soit pas seulement un accord à l'Assemblée nationale, ça soit aussi dans le pays des assemblées par canton, par circonscription, par commune, où quelqu'un qui est encarté dans aucune des composantes de la NUPES puisse s'engager, participer aux actions. Ça, par exemple, c'est une proposition qui est sur la table. On avait mis en place pendant les élections législatives ce qu'on avait appelé le Parlement de la NUPES, qui était un objet dans lequel il pouvait y avoir, outre les représentants politiques de la NUPES, des personnalités syndicales, associatives, des personnalités du monde de l'art et de la culture. Ce Parlement, il a été mis à l'arrêt parce que les autres composantes nous ont dit pour l'instant c'est trop tôt, on est dans nos congrès. Leurs congrès sont passés. Discutons de la mise en place de ce Parlement de la NUPES. Moi, j'y suis favorable. Je vous ai donné ces 2 exemples, mais il y a plein d'autres exemples. Discutons des prochaines échéances électorales ensemble. Est-ce qu'on peut préparer ensemble les sénatoriales, les européennes, les municipales? Moi, je suis prêt à discuter. Ça doit intervenir sous brève échéance ou vous dites, laissons passer la réforme des retraites? Moi, personnellement, la France Insoumise, on a écrit un courrier il y a 15 jours et on est prêt à des rencontres. Vous avez eu des réponses? On a eu quelques premières réponses. On a rencontré le parti Génération, notamment, qui est un des partis aussi fondateurs de la NUPES. Les autres, pour l'instant, nous ont dit on est dans la bataille retraite, donc on a besoin d'un peu plus de temps, mais je pense qu'on va pouvoir se voir. Mais en tout cas, voilà, moi je suis pas du tout hostile à l'idée qu'on puisse travailler à une nouvelle étape de la NUPES. Mais la question après, c'est qu'est-ce qu'on met derrière? Pour toutes les élections, c'est-à-dire pour les sénatoriales, vous souhaitez des listes communes ou des candidats communs, puisqu'il y a des demandes de scrutin partout? Il faut être cohérent. Si on pense que la NUPES c'est un outil utile, et c'est ce que je pense, alors ce qui existe à l'Assemblée nationale doit pouvoir exister aux élections sénatoriales. En tout cas, moi, j'y suis favorable, oui. Et pour les européennes, parce que les écologistes ont clairement fermé la porte? Je renonce pas à les convaincre.
J'ai vu que Marine Tourdelier dit il faut pas faire les forceurs. Donc je ne voudrais surtout pas donner l'impression de vouloir faire le forceur de quoi que ce soit. Mais on a le droit d'essayer de convaincre. Et moi, il me semble qu'aux élections européennes, il y a un des enjeux qui est de savoir entre les 3 blocs qui structurent la vie politique aujourd'hui, est-ce qu'on laisse le Rassemblement national et les macronistes en duel et nous on est derrière parce qu'on est éparpillés et divisés, ou est-ce qu'on essaye d'aller contester la première place, de gagner les élections européennes? Ça doit être ça notre objectif. Et si on veut gagner, c'est plus facile si on est rassemblés. Donc moi, je reste convaincu et reste favorable à l'idée qu'une liste de la NUPES, ce serait la meilleure option. Et vous pourriez vous ranger derrière une tête de liste écologiste? On n'en est pas là, mais en tout cas, moi, je pense qu'il faut pouvoir discuter sans préalable. Sans dire c'est comme ça et pas autrement. Tête de liste insoumis. Mais tout doit pouvoir être sur la table. Bon, mais maintenant, pour l'instant, j'ai bien observé, je suis pas naïf, que c'était pas l'option qui était privilégiée, en tout cas par les écologistes. J'espère que peut-être qu'ils changeront d'avis. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Si je reviens un petit peu en arrière sur la stratégie, le fait est que le débat va se décaler donc en avant. C'est la semaine prochaine. C'est vrai. Il vaut mieux regarder en avant. Oui, il vaut mieux. Mais cela dit, c'est bon de regarder aussi en arrière la façon dont ça s'est passé. Cette stratégie d'opposition et d'obstruction via les amendements, est-ce que vous réclamez des sénateurs de gauche qu'ils adoptent la même? Réclamer, moi, la France Insoumise n'a pas de groupe au Sénat. Donc c'est d'autres composantes de la NUPES qui sont représentées. J'ai pas à leur donner de consignes, c'est pas mon rôle. Non mais quel est votre souhait? Qu'est-ce que vous attendez des groupes de gauche au Sénat? Mais clairement, moi je le dis franchement et je m'en cache pas, mon souhait c'est que comme à l'Assemblée nationale, au Sénat, les sénatrices et les sénateurs prennent tout le temps nécessaire pour pousser le gouvernement dans ses retranchements. On a réussi dans la bataille parlementaire à faire ressortir un certain nombre de zones de flou, de mensonges dans cette réforme, et puis qu'ils prennent tout le temps nécessaire pour ne pas se hâter à voter, à faire en sorte que le Sénat vote la retraite à 64 ans. Donc vous souhaitez que l'article 7 ne soit pas examiné au Sénat, c'est votre souhait? Mais ça, si vous voulez, le sujet c'est pas je veux pas que ceci soit examiné ou ça, c'est... Mais si, qu'est-ce que vous attendez? Oui, mais prenons, et je leur dis surtout ne supprimez pas, personnellement je pense qu'il ne faut pas supprimer ces amendements pour aller plus vite à l'article 7. Je ne vois pas pourquoi on accepterait de s'aborder la moitié du débat parlementaire pour faire plaisir à monsieur Macron, pour lui donner une victoire au Sénat à quelques jours de la mobilisation massive du 7 mars prochain. Je pense que ce serait une erreur. Voilà, ça c'est mon point de vue. Après, j'ai bien compris que n'étant pas représentés au Sénat, ils en feront ce qu'ils en veulent. Mais en tout cas, c'est ce que je pense ce qui serait le plus juste à faire dans la période actuelle. Un dernier petit mot sur cet article 7, puisque il y a eu ce fameux tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a mis le feu aux poudres jeudi à l'Assemblée. Et Gabriel Attal dit que c'était un message privé qui vous était destiné et qui a été rendu public. C'est vrai? Ça a été ridicule. Si Jean-Luc Mélenchon a des messages privés à m'envoyer à moi, je pense qu'il est capable de... Il se trompe pas, téléphone. Il sait ce que c'est qu'un tweet et un message privé. Tout ça est absurde. Jean-Luc Mélenchon, il a fait un tweet plusieurs heures après après la décision de notre groupe parlementaire. Il est venu appuyer la décision de notre groupe parlementaire. Donc c'était pas une erreur? Ça avait vocation à être rendu public? Bien évidemment. Sinon, mais est-ce que ça... tout ça est quand même... Excusez-moi, mais tout ça est quand même assez risible. Je ne sais pas si M. Attal il discute avec M. Macron par tweet interposé, mais en ce qui me concerne, j'ai d'autres moyens, je l'informe. Il existe quelque chose qui s'appelle le téléphone, on peut s'appeler pour discuter, il y a des SMS qui permettent de s'envoyer des messages qui ne sont pas sur la place publique. Parfois, on peut faire des visioconférences qui permettent aussi d'échanger. Enfin, je sais pas, j'informe. Oui, on a compris tous les moyens, en effet, à votre disposition, voire même les pigeons voyageurs. On a essayé de passer à autre chose maintenant. Mais... Chez nous, c'est connu. On parlait du compte à rebours, et vous parliez du compte à rebours du 7 mars. Je reprends une phrase que vous avez prononcée. Le compte à rebours est lancé pour mettre la France à l'arrêt et tout bloquer. Ça, c'est le communiqué du Conseil politique de LFI qui dit ça. Bloquer le pays à partir du 7 mars, c'est pour vous la solution ultime, c'est la dernière des possibilités? Écoutez, il y a eu dans ce pays depuis maintenant plusieurs semaines des manifestations qui sont des manifestations historiques. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas eu des manifestations d'une telle importance en France. Et vous avez un gouvernement qui fait la sourde oreille, qui n'a pas bougé, qui n'écoute pas, qui continue à dire c'est parce que vous avez mal compris, je vais mieux vous expliquer. Bon. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas reprocher aux organisations syndicales et aux manifestants de dire si vous ne nous entendez pas quand on manifeste, y compris le samedi, sans rentrer dans des mouvements de grève reconductibles, on va passer à la vitesse supérieure. Donc, moi, bloquer le pays, c'est évidemment une formule qui est très radicale.
C'est une solution, encore une fois, ultime. Est-ce que vous n'avez pas peur de rentrer dans un jeu difficile avec les Français qui pourrait être, on va dire, plus perturbé par les manifestations? J'observe d'abord que quand on interroge les Français sur ce sujet, il y en a 60% qui pensent que si c'est la seule solution pour obtenir le retrait de cette réforme, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est avant que le blocage se passe. D'accord, mais... Il faudra étudier, en effet. Ce qui va se passer après, ni vous ni moi, nous sommes capables de le dire. Par définition, ça aura lieu après, donc on verra à ce moment-là. Et comme il n'y a pas de devin autour de cette table, le seul truc sur lequel on peut se prononcer, c'est sur ce qui se passe maintenant. Pour le reste, encore une fois, moi je souhaite que s'il y a blocage, ça dure le moins longtemps possible, mais ça c'est la réponse, elle m'appartient pas, elle appartient au gouvernement. Sans être devin, vous pensez que ça va que ce blocage, il risque de durer longtemps? Il va devoir durer longtemps? Moi je pense que plus il sera fort les premiers jours, et plus le gouvernement n'aura pas d'autre choix que de reculer. Voilà. Et donc, je pense qu'il faut y aller un bon coup, en quelque sorte, pour que Emmanuel Macron comprenne qu'il est dans un bras de fer qu'il va perdre. Voilà. Et après, j'espère qu'il sera raisonnable. Vous pensez encore qu'il peut reculer? Hier, il a dit qu'il appelait au bon sens des Français sur cette réforme. Justement, moi, j'appelle à son bon sens à lui. Parce que le bon sens des Français, pour l'instant, il est assez clair. Vous avez 93% des actifs, sondage sur les actifs, qui sont opposés à cette réforme. Vous avez, en fonction des instituts de sondage, autour de 70, parfois même 80% des Français qui sont opposés à cette réforme. Donc, à un moment, le bon sens, puisque Emmanuel Macron parle de bon sens, c'est d'écouter. Quand on est tout seul, quand on a à peu près tous les gens qui travaillent contre soi, quand on a l'ensemble des organisations syndicales de salariés contre soi, faut écouter, c'est pas grave de s'être trompé, il vaut mieux reculer, pas mettre le pays en difficulté. Donc moi, je l'appelle à être raisonnable. Pour l'instant, il n'est pas raisonnable, Emmanuel Macron. Donc je pense qu'il faut l'être. Voilà. Et pour répondre définitivement à votre question, et je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution pour obtenir le retrait de ce texte de loi, de bloquer le pays. Maintenant, je souhaite que ça dure. Ça veut dire que les institutions démocratiques ne sont plus suffisantes? Manifestement, vous avez aujourd'hui, sur la question des retraites, dans nos institutions, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, des rapports de force qui ne correspondent pas aux rapports de force qui existent dans la société. Donc à partir de ce moment-là, il y a forcément un conflit entre deux légitimités. Et je pense qu'il faut entendre que la démocratie sociale, ça existe, que le droit de manifester, le droit de grève, ça existe, et que c'est pas parce qu'à l'Assemblée nationale ou au Sénat pourrait y avoir une majorité qu'un projet de loi est légitime. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est un peu la fin de la démocratie représentative. Non, mais ça a toujours existé. Attendez, excusez-moi, j'ai vu qu'il fallait qu'on passe à un autre sujet, mais je vous le dis sincèrement, ça a toujours existé. La démocratie, la légitimité de la rue par rapport à la légitimité de l'institution, c'est pas quelque chose de nouveau. Et dire, il faut aussi entendre la mobilisation populaire quand elle est opposée à une réforme, c'est pas mettre un terme à la démocratie représentative. Mais la démocratie, c'est quelque chose qu'il faut adapter avec soin aussi. Et quand il y a une opposition, une contestation très forte dans la rue, il n'y a pas de honte à l'entendre et à reculer. Ça s'est déjà fait à plusieurs reprises. Un petit commentaire juste pour terminer sur ce dossier de la réforme des retraites, mais selon un sondage IFOP du journal du dimanche, vous l'avez lu comme moi, 25% des Français considèrent que le Rassemblement national, pourtant très discret pendant les débats sur les retraites, incarne le mieux l'opposition à la réforme contre 23% pour la NUPES. Est-ce que c'est pas un échec pour la gauche? Non, parce que ce même sondage, si vous regardez, quand on évalue des sondages, il faut regarder les dynamiques. Or, il dit que la France insoumise, je crois, de mémoire, dans ce sondage, est de 4 points en progression par rapport à octobre dernier sur sa capacité à incarner la meilleure opposition à Emmanuel Macron. Mais derrière le Rassemblement national stagne. Donc, puisqu'on regarde les dynamiques, je trouve que de ce point de vue-là, c'est intéressant. Après, il vous a pas opposé que c'est Marine Le Pen qui était au second tour de l'élection présidentielle et pas Jean-Luc Mélenchon. Donc, forcément, bien évidemment, ils partent avec un peu d'avance dans la bataille. Mais moi, je trouve ça positif quand on est en train de rattraper le retard. Bon, donc il faut en effet continuer. Visiblement. Vous citez un sondage qui nous met en progression. Je vais pas. Oui, en progression, mais vous restez derrière malgré cette progression. Oui, d'accord. Et malgré en effet tout votre activisme. En effet, on regardera en effet. En tout cas, on travaille. Et en effet, on le citera. On peut pas renverser la situation politique en 2 mois. Marine Le Pen le Rassemblement national a été 2 fois au deuxième tour de l'élection présidentielle, pas nous. Donc forcément, on part avec un peu plus de retard et on rattrape notre retard. Et c'est positif d'avancer. Hier, le journal Le Parisien a fait sa une sur la France insoumise. La France insoumise, un parti, 3 adhérents. Qu'en dites-vous? C'est ridicule. Pourquoi? C'est ridicule. C'est pas vrai ce qui est dit dans cet article? Mais non, mais la France insoumise, c'est un mouvement politique.
Et on a fait le choix de constituer ce qu'on appelait un mouvement, c'est-à-dire pas un parti précisément, et donc pas avec des cartes d'adhésion, on verse pas d'adhésion, on n'a pas de statut d'adhérent, ça fonctionne pas comme ça la France Insoumise. Donc c'est un mouvement politique dans lequel il y a plus de 300 000 personnes qui sont signataires, c'est comme ça qu'on dit, sur la plateforme numérique de la France Insoumise. Et ensuite, la loi nous contraint, nous oblige à avoir une structure administrative. Et une association. Structure administrative, c'est une association. Et avec 3 adhérents. Et donc, pour respecter la loi, il y a une sorte d'association support au mouvement politique. Mais bien évidemment, la loi vous oblige pas à rester à 3. Non, mais à partir du moment où vous ne voulez pas d'adhérents, puisque c'est pas la forme d'organisation qu'on a choisie. Pourquoi ne pas inclure d'autres personnes de la France attendez, cette structure-là, elle est sous la responsabilité politique des instances dont s'est dotée la France Insoumise. Donc il y a pas de sujet en fait. Bon, par ailleurs, je vous informe que c'est comme ça depuis 2016. Donc si nos collègues du Parisien ont l'impression d'avoir trouvé un scoop, je les informe que ça fait 7 ans que c'est comme ça, que c'est public, que c'est déclaré en préfecture. Et ça veut dire que quelqu'un qui veut rentrer à l'association, il fait quoi? Il fait comment? Mais non, mais l'association, c'est une association support. Quelqu'un qui veut rejoindre la France Insoumise, il rejoint la France Insoumise. Il y a pas de sujet, il y a pas de débat, il y a pas de problème. Il va sur le site de la France Insoumise, il indique ses coordonnées, il rejoint la France Insoumise. Il peut rejoindre un groupe d'action pour militer autour de lui. Il peut participer à nos assemblées représentatives qui ont lieu une fois tous les 6 mois. Et c'est est-ce que ça pose pas quand même la question du fonctionnement de votre mouvement? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de démocratie interne? Est-ce que c'est pas trop gazeux comme le disent certains chez vous? Mais écoutez, on a quand même le droit de choisir une forme d'organisation qui ne soit pas celle des partis politiques traditionnels. Ça, c'est quand même autorisé. Donc, il y a des gens qui rejoignent le mouvement de la France Insoumise en étant attachés à cette idée. Ils ne veulent pas être dans un parti politique comme les autres. Et donc, on a été obligé à la fois d'avoir ce mouvement ample, sans adhésion, sans cotisation obligatoire. Il faut que ça soit très simple de pouvoir le rejoindre. Chacun peut faire un peu comme il a envie. Il n'y a pas de groupe par territoire délimité. Chacun peut constituer son groupe local. Est-ce qu'il n'y a pas de ligne? Est-ce qu'il n'y a pas clairement une ligne portée par vous, par Jean-Luc Mélenchon, et une ligne plutôt portée par Clémentine Autain, par Alexis Corbière? Enfin, je ne crois pas que ni Alexis Corbière, ni Clémentine Autain, ni qui que ce soit favorable à transformer la France Insoumise en un parti politique. En tout cas, ils n'ont jamais... Ils sont favorables à un fonctionnement moins gazeux. Ce sont les mots de Clémentine. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire un fonctionnement moins gazeux. Le fonctionnement de la France Insoumise, c'est un fonctionnement ouvert sous la forme d'un mouvement politique et ça restera comme ça parce que ça a été constitué comme ça et que les gens qui l'ont rejoint, ils sont attachés à ça. C'est pas un mouvement sur lequel Jean-Luc Mélenchon a la main mise? Je ne sais pas ce que ça veut dire avoir la main mise. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon exerce une forme d'autorité intellectuelle, morale? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait 22% des voix à la dernière élection présidentielle, qu'il a été le meilleur représentant possible pour le programme que l'on défend. Et quand vous rejoignez une formation politique, vous le faites plutôt avec l'objectif de faire 22% que 1%. Vous voyez? Donc quand quelqu'un fait 22% et vous emmène dans des scores qui sont des scores importants, qui n'ont jamais été atteints de manière historique, depuis des dizaines et des dizaines d'années en France sur un programme comme celui que l'on défend, vous avez plutôt tendance à lui faire confiance. Sauf que la présidentielle est passée. Est-ce que maintenant il faut tourner la page Mélenchon? Mais pourquoi vous voudriez qu'on décide 1 an après l'élection présidentielle de se couper de l'immense mouvement populaire qui s'est déclenché autour de la candidature de Jean-Luc Mélenchon? Quel intérêt y aurait-il de notre point de vue à faire ça? Je veux dire, ça n'a pas de sens. À part, c'est dans les commentaires médiatiques, mais sinon... pas que dans les commentaires médiatiques, mais dans le sens où certains déjà pensent, en effet, à 2027, et c'est bien logique, y compris chez vous. J'en veux pour preuve un entretien vidéo de Combini, du député LFI, François Ruffin, pour ne pas le nommer, qui n'a pas exclu de se présenter à la présidentielle s'il était le mieux placé pour représenter les plus invisibles de la nation. C'est comme ça qu'il le formule. Mais il n'a pas dit qu'il fallait se couper de Jean-Luc Mélenchon, puisque c'était ça votre question précédente. Non, mais dans le sens où il pense déjà à la présidentielle et à la façon, d'une certaine manière, de tourner la page Mélenchon pour aller vers la présidentielle prochaine. Enfin, écoutez... Est-ce qu'il ferait un bon candidat pour les filles? Je vais vous répondre. Je vais pas du tout répondre à ma question, mais je veux juste vous dire, c'est pas parce qu'on imagine qui peut nous représenter à la prochaine élection présidentielle qu'on décide de couper le lien avec Jean-Luc Mélenchon. Tout ça n'a pas de sens, c'est absurde. Jean-Luc Mélenchon lui-même a dit « essayez de faire mieux ». Donc c'est pas une évidence que ça soit Jean-Luc Mélenchon en 2027. Mais lui-même l'a dit. Donc je vois pas pourquoi... Il l'a dit, mais il est toujours très présent. Mais bien sûr, et heureusement. Et c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, maintenant, votre question, c'est... Mais François Ruffin, il a les qualités, c'est évident. Et c'est une bonne chose qu'on ait un certain nombre de figures médiatiques, identifiées, qui puissent avoir les qualités pour nous représenter à l'échelle nationale. Mais honnêtement, vous entendrez qu'on est en 2023...
que l'élection présidentielle 2027, c'est dans 4 ans. Je sais que la Ve République est le pourri du présidentialisme à outrance, mais peut-être qu'on n'est pas obligé de rentrer non plus dans le piège 4 ans avant et de commencer à savoir qui va être notre candidat. Laisser le temps à Jean-Luc Mélenchon de revenir. Mais non, mais c'est pas ça. C'était pour rire. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une émulation et qu'il y ait des figures qui soient de plus en plus nombreuses et qui puissent nous représenter nationalement. C'est mieux d'avoir l'embarras du choix. Merci Manuel Bompard. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. La une de La Voix du Nord, Julien. Un an de guerre en Ukraine, quel impact sur l'économie régionale? Oui, tout à fait. Grande question. Et c'est vrai qu'on la pose plus. Et on aura un supplément vendredi. Je le dis tout de suite. Je fais ma petite auto-promo. Voilà. Merci beaucoup, Julien Lécuyer. Merci Manuel Bompard, face au Club des Territoires.